Bonjour à tous et bonjour à toutes, je m'appelle Olivier Serre-Ordouin et je suis étudiant à Supinfo en troisième année et je suis membre du labo sécurité. Et je vous ai dans ce cadre rédigé un petit cours sur l'initiation à l'hexadécimal. Alors vous avez peut-être déjà vu ce qu'était l'hexadécimal, mais nous allons le redécouvrir vite fait pour savoir qu'est-ce que l'on peut vraiment en faire dans le cadre de la sécurité. Alors ça peut être utilisé dans les analyses forensiques, en ROMAC, ça a différents usages possibles. Nous allons découvrir tout ça. Alors dans un premier temps je vais vous rappeler ce qu'est l'hexadécimal. Ensuite nous parlerons de structure de fichiers. Nous vous présenterons ensuite deux excellents éditeurs hexadécimaux qui sont gratuits, donc assez intéressant on va dire, et les particularités de certaines architectures, étant donné que cela pourra nous être utile par la suite. Alors commençons tout de suite, rappel et intérêt de l'hexadécimal. Alors dans un premier temps, si vous manipulez des bases de données ou encore des fichiers texte, vous aurez sûrement eu affaire déjà aux encodages, même des fichiers HTML, remarquez. Alors il faut savoir que il existe de très nombreux encodages. Là j'ai cité ANSI, UTF-8, UTF-16. Savoir qu'il existe aussi ShiftGIS pour les caractères japonais et latin 1. Enfin, il en existe une très grande quantité. Alors, pour nous concentrer sur nos trois indiqués ici, il faut savoir que sans caractères spéciaux, c'est-à-dire si vous écrivez seulement des lettres de A à Z sans accent, vous ne verrez aucune différence à travers un éditeur texte avec ces trois encodages. L'ANSI étant limité aux caractères les plus basiques, sans accent ni quoi que ce soit. L'UTF-8 ayant l'intérêt de gérer un grand nombre d'accents, ainsi vous pouvez écrire en français, en espagnol, en allemand. Toutes les particularités, les itrema ou autres sont gérées, il n'y a pas de souci. L'UTF-16 est plus utilisé en Asie, étant donné qu'il permet de facilement stocker les nombreux caractères chinois. En fait, chaque caractère devient alors stocké sur 2 bytes au lieu d'un seul. Mais voilà, à moins d'écrire des caractères particuliers, vous ne verrez pas de grande différence sous un éditeur texte. Sous un éditeur hexadécimal, donc on peut dire à l'état binaire dans un premier temps, les changements sont visibles. En effet, en UTF-8 avec BOM, vous verrez un fichier, enfin un octet au début qui signifiera que c'est de l'UTF-8. Bon, UTF-8 sans BOM, il n'y en a pas. L'UTF-16, lui, vous verrez que tout est séparé sur 2 octets à chaque coup. Et nous verrons ces changements dans les prochains slides. L'intégralité des fichiers peuvent être lus sous forme binaire, c'est-à-dire affichés à coups de 0 et de 1. Bien que ceci soit peu pratique, on va dire, et que dans le cadre des modifications que l'on pourrait vouloir y apporter grâce à l'hexadécimal, on utilisera bien entendu l'hexadécimal, étant donné que il est plus pratique de pouvoir afficher une certaine valeur sur, disons, des valeurs de 00 à FF, plutôt que de mettre des séries de 0 et de 1 qui seraient sans limite, on va dire. Ensuite, comme je viens de le dire, l'hexadécimal affiche ces mêmes fichiers en base 16, ce qui simplifie donc ces manipulations. Ensuite, ceci permet aussi d'identifier des fichiers à l'extension modifiée ou générique. Ce que j'entends par là, c'est que si vous enregistrez un fichier au format PNG ou JPEG, par exemple pour une photo, à travers différents éditeurs d'images, il aura l'extension .jpg, .png, tout ça. Mais supposez que vous renommiez ce fichier, que vous preniez un .png et que vous le renommiez en .jpg. Il restera un .png en réalité. Enfin, même si son extension est changée, son contenu ne l'est pas. Il a été
encodé, on va dire, pour être au format PNG, et il y restera à moins de repasser par un logiciel. Changer le nom du fichier n'y changera rien. Du coup, on peut par exemple identifier la vraie nature d'un fichier à l'aide de son hexadécimal. Nous verrons ceci plus en détail aussi dans les slides suivants. Et ce que j'entends par générique, alors les points date, points bin par exemple aussi, c'est que vous pouvez parfois trouver dans des programmes, alors divers et variés, sur votre ordinateur, des fichiers point date dont le contenu peut être soit une sorte d'archive, parfois compressée, parfois non compressée. Parfois ça peut être tout bêtement du XML, alors ils n'ont pas fait un point XML, ils ont fait un point date. Enfin, on va dire que c'est générique parce que tout est possible, ça dépend de ceux qui ont voulu l'utiliser, on va dire. Alors, un autre rappel, là ça vous permet de comparer le décimal base 10 que nous utilisons tous les jours, en mathématiques ou autre, le binaire, alors des 0 et des 1, et enfin l'hexadécimal de base 16. Nous allons passer maintenant à un exemple des structures de fichiers. Voici le Hello World. Alors vous le voyez, côté gauche, c'est en encodage ANSI. On voit qu'il tient sur tant d'octets, enfin pas beaucoup d'octets on va dire, et qu'en ANSI ça donne Hello World. Maintenant, si nous écrivions un fichier texte et que nous l'encodions en UTF-16 Little Endian, je reviendrai sur ce que ça signifie de ce PPT, nous voyons que l'hexa est alors beaucoup plus grand, qu'il commence par deux octets qui en réalité signifieront que c'est de l'UTF-16, et par la suite on voit qu'on utilise un seul des deux octets à chaque coup, vu que le deuxième c'est des 00. Si nous voulions afficher cet encodage UTF-16 à travers l'ANSI, ça donnerait ce que vous voyez à l'écran en bas à droite. Pas très lisible. Maintenant, si nous ouvrons un fichier en d'image format JPG, l'ANSI, alors l'ANSI des 32 premiers bits, ça donnerait ceci. Si nous regardons bien, nous verrons déjà une sorte de signature. Alors ici on peut pas vraiment le lire. JFIF, un profil de couleur ICC et diverses autres informations, on va dire. Du côté du MP3, on retrouve là aussi d'autres informations. Alors par exemple, si vous observez bien, nous voyons vers le bas des informations du style JPEG, thumbnail, GIF. Et vous revoyez je vais dire Yola, on peut pas vraiment le prononcer, juste avant le GIF. Et si vous observez bien, il s'agit d'une image au format JPG. En réalité, si vous écoutez beaucoup de MP3, vous savez peut-être que certains peuvent contenir l'image de l'album, c'est-à-dire une vignette de l'album qui apparaît sous VLC ou sous d'autres media players. Eh bien, elle est tout simplement stockée ici, à l'intérieur de ce fichier. Il serait alors possible de la récupérer sans trop de soucis. Alors, nous allons parler des éditeurs hexadécimaux. J'ai mis ici deux logos, à gauche MadEdit et à droite HXD. Selon moi, ce sont les deux meilleurs, je vais vous les comparer dès maintenant. XD, il est simple d'utilisation, il est performant sur des gros fichiers, c'est-à-dire vous pourrez charger un fichier qui ferait 2 gigaoctets, il broncherait pas. Il est disponible en version portable ou installable, et bien sûr, il est gratuit. Bon, les deux soucis que l'on trouve avec lui, c'est que il supporte peu de formats d'encodage, alors vous verrez de l'ANSI ou 2-3 autres cas, on va dire, peu utilisés, et qui ne fonctionne que sous Windows. De l'autre côté, nous avons MadEdit. Alors, il supporte de nombreux formats d'encodage, le Shift-J, s'il peut être très pratique pour afficher des caractères japonais, par exemple. Il est open source et gratuit, et cross-platform. Vous pourrez vous en servir autant sous Linux, Mac ou autre. Son souci, il est seulement en anglais, oui, parce que HXD avait une traduction française.
et il devient instable et plante sur de gros fichiers. Si vous voyez un gros ISO de plus de 2 gigas dans la tête, il y a de fortes chances qu'il plante et qu'il ne le charge pas. Enfin, nous avons des solutions professionnelles qui existent, par exemple Xworkshop. Il y a une période d'essai disponible, mais comme vous voyez, il est payant. Et les prix des licences ne sont pas forcément très intéressants vu l'offre gratuite à côté. Bon, il permet de surligner facilement du texte, de se repérer plus facilement dedans, mais voilà. À vous de voir si vous pensez que ça peut vous être utile. Enfin, je vais parler sur les particularités de certaines architectures, puis je vous ferai une petite démonstration de HXD et MadEdit pour finir. Alors, les particularités de certaines architectures. Certaines architectures utilisent différents endianness, ou byte order. Alors, c'est-à-dire que quand vous voyez par exemple une taille exprimée, par exemple la taille d'un fichier contenu dans un zip ou autre, il se peut que si la taille faisait par exemple, pour reprendre ce qui est à l'écran, A0, B7, 07, 08, la taille soit en réalité s'affiche à l'intérieur de votre fichier sous la forme 08, 07, B7, A0. En gros, on a juste lu de droite à gauche les octets. Et ce principe est souvent... Disons que vous le croiserez souvent. Si vous ouvrez un fichier zip et que vous cherchez la taille d'un fichier contenu dedans, il est fort probable que vous ayez inversé cette dimension pour trouver l'information de la taille en elle-même, car elle sera sûrement stockée en Little Endian. Alors, il s'agit avant tout d'une histoire d'architecture. Alors, les architectures les plus utilisées par nos ordinateurs grand public sont Little Endian, c'est-à-dire l'AMD64, le x86, l'ARM même, pour les tablettes, les téléphones, et ça. Bien que les anciens Mac, c'est-à-dire les PowerPC, furent Big Endian. Alors, je parlais du TF16, j'avais dit UTF-16 Big Endian, il y a aussi UTF-16 Little Endian, et si vous regardez l'exemple tout simplement à votre écran, vous verrez que le Hello World va s'afficher de différentes façons selon cet encodage. Du fait qu'il tient sur 2 octets chaque donnée, vous verrez que de Big Endian à Little Endian, il va inverser ces 2 octets, y compris sa signature au départ, le FEFF, devient FFFE. Voilà. Maintenant, c'était tout pour ce PPT. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration de HXD et MadEdit. Alors, je vais réduire ça. Voilà. Nous avons ici quelques fichiers que je vais utiliser comme exemple. Je vais sortir HXD. Alors, si nous regardions ce fichier MP3, on va l'ouvrir. Nous voyons donc ici les informations ID3. Alors si vous savez, si vous connaissez bien les MP3, vous saurez qu'il s'agit du titre, de l'album, de la musique, des auteurs, tout ça. Et nous voyons un peu plus bas les informations, à partir de ici, de la vignette. Ce que je vous propose, comme exemple, ce serait de récupérer cette vignette. Alors vous voyez le Making Science. Alors, pour ça, je vais observer comment se termine un fichier JPEG, qui a un peu de chance, il y a une fin, je sais que sur les PNG c'est le cas. On peut dire que ça se finit par YAU, comme ça. Alors on va essayer de récupérer cette fin-là, faire une petite recherche ici, CTRL F, alors hexadécimal, en avant, attendez. Bon, nous ne sommes pas très chanceux, on va dire. Et du coup, je vais devoir regarder moi-même si je trouve la fin. Alors, je suis pas sûr de trouver ça. Vous voyez, ça a l'air assez grand aussi. L'intérêt est de savoir où ça se finit pour le sortir. Avec un peu de chance, le MP3 est bien différent plus loin.
Ouais, non. Nous n'avons pas cette chance. Alors, je vais vous présenter, ne vous inquiétez pas, une autre alternative que je peux utiliser. Juste chercher FFD9 au cas où, on sait jamais. Hop là. FFD9. Voilà. Ouais. En fait, c'est bon. Je l'ai trouvé. Alors, juste comme ça. Ouais. Si c'est peut-être lui, l'autre il est peut-être un peu trop... Si c'est bon, c'est celui-là. Alors. Oui, voilà. Nous allons partir d'ici. Du côté hexadécimal. Et je vais remonter. Allez, hop, 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 tout en haut. Et si je n'ai pas raté mon coup, sait-on jamais, je pourrais en sortir le fichier JPG. Bon, alors juste, je regarde les positions parce que j'aurais dû utiliser un raccourci, ça aurait été plus rapide. Ouais, je vais le faire même parce que là, j'ai juste... C'est bon, ça continue, ouais. Voilà, comme ça. Je remonte tout en haut. Et je pars de ici. Voilà. Alors je vais faire copier, je vais faire un nouveau fichier, coller. Oui, je veux modifier la taille. Et nous allons enregistrer ceci. Alors, dans mes documents, lab. Désolé. Voilà, c'est ça. Labosec. Des mots. Et je vais essayer extract.jpg. Enregistrer. Et croisons les doigts. Extract.jpg. Vous voyez, c'est magnifique. On peut l'ouvrir à travers le visionneur, la visionneuse de photo Windows. Nous avons extrait l'image qui était dans ce MP3. Alors voilà, c'était une présentation de ce que c'est faire HXD. Alors maintenant, je vais vous présenter Madedit. Madedit ici. Je peux donc lui mettre des fichiers texte qui fonctionnent à peu près de la même façon. Pareil pour un fichier MP3, il n'y a pas de souci. Et en fait, voilà. Un détail un peu différent, c'est qu'il dispose de très nombreux encodages et que par défaut, il vous met Windows Western European. Vous trouverez tous les autres qu'il supporte ici, et par exemple Shift-J Japanese. Bon, ça change pour nous, hein. Mais voilà. Du coup, il peut avoir pas mal d'intérêt, des systèmes pour surligner certains textes et différents avantages. Colonne mode aussi. C'est pour mettre seulement, vous voyez, la vue texte, ou seulement le text mode. Ah bref, Xmode, c'est le plus intéressant. Et il peut avoir différents réglages un peu plus techniques. Voilà tout. Ainsi se conclut cette première présentation donc d'initiation à l'hexadécimal et de présentation des éditeurs hexadécimaux. Je mettrai en ligne prochainement d'autres cours qui auront pour sujet la modification de certains fichiers type zip, ISO et ainsi de suite, ou encore la modification de données se trouvant dans la RAM de votre ordinateur. Vous verrez que l'on peut y trouver des informations intéressantes. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo.